vienen llegando de la frontera, unos collidas alegres. Plus de 2 fois la France, le Pérou est le 3e pays d'Amérique du Sud par sa superficie. Traversé par la cordillère des Andes avec des sommets à plus de 6000 mètres, les routes utilisées pour visiter le pays se situent souvent à plus de 2500 mètres d'altitude avec des passages à plus de 4500. Une faune et une flore dépaysantes, des paysages hors du commun avec un intérêt majeur historique et architectural. Ce voyage au cœur de la civilisation précolombienne et inca se présente sous les meilleurs auspices. De Lima, où nous n'avons fait qu'atterrir et dormir, nous décollons tôt le matin pour Arequipa, la 2e ville du Pérou à 1000 km de la capitale. À la descente de l'avion, remarquable coup d'œil sur les hauts sommets, puisque les neiges éternelles se situent toujours au-dessus de 5800 mètres. En voyage organisé, tout est réglé comme du papier à musique. Et l'on commence par le resto. Déjà dans le bus, nous avions passé commande et me voici donc devant mon demi-cochon d'Inde, un mets de grand raffinement, incontournable quand on est au Pérou. Arequipa est surnommée la ville blanche de par sa pierre volcanique d'un blanc éclatant qui sert depuis toujours à la construction des maisons et des bâtiments, comme ici l'église de Recoleta, de cette ville coloniale que les Espagnols ont investie en 1540 pour en faire une ville nouvelle. Avec la place d'armes située tout à côté, c'est la pièce maîtresse de toute visite à Arequipa. Bâti en 1580, le monastère de Santa Catalina est l'un des plus vastes et des mieux conservés de toute l'Amérique du Sud. Construite elle aussi en sillar, la pierre locale recouverte d'un enduit rouge, blanc ou bleu, ses ruelles sont du plus bel effet. Véritable ville dans la ville avec ses 20 000 mètres carrés, on y trouve des cloîtres, des chapelles, des fontaines, un lavoir et de nombreuses maisons individuelles, car c'était la fille cadette des grandes familles espagnoles qui venaient ici se cloîtrer avec leurs dots et leurs gens de maison. Chacune y avait sa propre habitation avec toutes les commodités, et l'on dit que la vie y était plutôt agréable puisqu'on y organisait fêtes et concerts. Cette vie monacale haut de gamme dura jusqu'au milieu du XIXe siècle, quand le Vatican mit bon ordre à cette vie de château, bien loin des préceptes de toute bonne religieuse, qui, une fois cloîtrée, se doit à la prière et aux vœux de pauvreté. On a pu compter jusqu'à 450 nonnes en même temps. Le lavoir, fait d'amphores coupées en deux, tout comme les cuisines communes, démontre bien que la vie de ce monastère était devenue collective. Aujourd'hui, une quarantaine de nonnes occupent toujours une partie du monastère dans un quartier interdit au public.
La visite se termine par une exposition de tableaux racontant tous les bienfaits de la religion. Même en plein été, la nuit tombe tôt au Pérou. C'est donc tout illuminé que la place d'Armes s'offrira à nous. En voyant cette place, le passé colonial de cette ville ne fait aucun doute. Les Espagnols ont laissé ici de nombreuses reliques et une architecture coloniale remarquable. Comme par exemple cette magnifique cathédrale dont la façade occupe l'intégralité de sa largeur. Elle longe aussi tout un côté de la place d'Armes, les trois autres côtés étant couverts de galeries en arcade. Ici viennent se promener les ariquipeños pour profiter après la chaleur torride de la journée de la fraîcheur de la soirée. Quant à la nuit, question température, c'est bien pire que ça. Dans le prolongement de la place d'Armes, une église jésuite l'accompagne avec un très beau maître-autel de style rococo, mais les photos y sont interdites. La cour intérieure de la campagne et son cloître aux pierres finement ciselées abritent aujourd'hui de nombreuses boutiques de commerce artisanal. Mais c'est ce matin que commence véritablement la découverte du pays, puisque c'est en bus et à travers l'altiplano que notre circuit va nous conduire au lac Titicaca d'abord, puis à Cusco, l'ex-capitale Inca, pour se terminer au fameux Machu Picchu, cité légendaire des derniers empereurs Incas. Toutefois, un contretemps majeur nous a fait redouter de ne pas pouvoir aller comme prévu à Puna, la ville-étape au bord du lac Titicaca, des grèves violentes opposant les paysans de la région aux autorités qui ont donné à de grands groupes industriels étrangers des concessions leur donnant le droit d'exploiter leurs terres pour en extraire du minerai. Il nous aura fallu insister fortement auprès de notre tour opérateur qui voulait tout bonnement annuler cette étape pour que tard dans la soirée une solution soit trouvée, passer par des chemins de traverse pour rejoindre le lac Titicaca avec un hébergement chez l'habitant et un confort spartiate. Mais pour l'instant, pendant que nous prenons de l'altitude, défilent les kilomètres dans un environnement où les paysages sont à couper le souffle, au propre comme au figuré. Nos premières vigognes. Animal gracile et élégant, vivant presque toujours en liberté, la vigogne appartient pour les Péruviens à l'aristocratie des camélidés, le lama ou le guanaco servant eux d'animaux de trait ou pour leur viande. Sans oublier l'alpaga pour sa laine. D'une altitude moyenne de 3300 mètres, l'altiplano est entouré de crêtes montagneuses avec des volcans toujours actifs, de longues plaines aux maigres pâturages et de zones entièrement désertiques.
Tout au long de notre circuit, de nombreuses pauses nous seront proposées pour faire vivre l'artisanat local. Une infusion de feuilles de coca. Rien de grave, c'est pour combattre le mal des montagnes. L'altiplano et ses paysages variés est suffisamment vaste pour que cohabitent facilement la route, le chemin de fer et les nombreux troupeaux de guacano ou d'alpagas. Assez rarement, la route traverse quelques villages qui ne vivent que de l'élevage et du commerce de la laine d'alpaga. À Crucero Alto, nous atteignons le point culminant de notre circuit. À cette altitude, il est hors de question de tenter quoi que ce soit qui demande le moindre effort. Surtout, restez calme. Près d'un lac d'altitude, petite respiration commerciale. Même si l'on a toujours le souffle court. Ici, un village entièrement consacré à la fabrication de briques cuites. Et voilà tous les alentours de la ville de Juliaca, comme Juliaca. Oui. C'est pour ça qu'on va prendre un petit pot à quelques 2 heures à nettoyage. Et comme ça, la porte. Nous voici à la périphérie de Juliaca, la ville de tous les dangers. Soyez bienvenus. En effet, c'est à partir de cette ville que nous risquons de rencontrer les barrages mis en place par les contestataires. C'est une ville tellement commerçante. C'est pourtant ici que nous déjeunerons et retrouverons notre guide local, Maria, qui nous accompagnera pendant 2 jours au lac Titicaca. Des châles, malgré qu'il fait chaud, ils sont toujours. Si Juliaca est une ville assez importante du Pérou, de par sa population, elle est très empreinte de la vie paysanne.
On rencontre ici de nombreuses femmes en tenue traditionnelle. avec session complémentaire. Le déjeuner terminé, notre bus va reprendre sa route en empruntant de petites routes à travers la campagne, le plus souvent en terre battue. Alors, il y a le risque d'avoir de la pollution à cause des véhicules. Oh, et vous savez, dans notre région, oui, c'est pour ça qu'on va pour le petit pot, quelques 12 heures d'écart et de mini-fort, le bus pour arriver jusqu'à la presqu'île. Nous sommes à la fin de l'été au Pérou et c'est l'époque des moissons. Moissons qui s'effectuent encore à la main. Et soudain apparaît le lac Titicaca. Nous voici donc en territoire Aymaras, où la vie s'organise autour de l'élevage et de l'agriculture. La fève, le quinoa, la pomme de terre, plus de 1300 variétés différentes, sont à tous les menus. La chasse, mais bien sûr la pêche surtout, font également partie de leurs moyens d'existence. À tout cela s'ajoute aussi depuis quelques années le tourisme qui de plus en plus prend une part importante dans leurs sources de revenus. Au cœur du village, Walter, notre guide, nous présente au chef du village qui répartira équitablement entre chaque villageois cette masse de touristes en fonction des possibilités d'accueil de chacun de nos hôtes. L'accueil est chaleureux, le cadre idyllique, le dépaysement total et absolu. Souvent rudimentaire, mais avec quand même un minimum d'équipement, une ampoule au plafond, un lavabo eau froide, une chaise, un lit, parfois un sol en terre battue, un plancher sommaire pour les plus vénards. Le dîner sera servi de façon collective à 18 h. Au lac Titicaca, on se couche de bonne heure. Parce qu'il faut s'attendre à se lever tôt, le soleil se levant à 5 h, entraînant avec lui le coq qui chante, les moutons qui bêlent et l'âne qui braie. Le matin, le soleil se lève et c'est beau. Bonne raison pour entamer une petite balade au bord du Titicaca, avant le petit déjeuner prévu à 7 h 30. Et comme le café n'est pas encore tout à fait chaud, profitons-en pour ajouter quelques pages mémorables à ce fabuleux blog qui tient en haleine tout un monde qui voyage par procuration. Les beignets sont dorés à souhait, les crêpes sont chaudes. Vite, on passe à table.
Tout voyageur qui choisit un jour de visiter le Pérou attend ce moment avec fébrilité. La croisière sur le lac le plus haut du monde, le lac Titicaca et ses îles flottantes des Huros. C'est le lac de tous les records, 3800 mètres d'altitude, 204 km de long pour 65 de large, profond de 284 mètres au maximum, d'une superficie de 8340 km², 3 fois le Léman. Il s'étend sur 2 pays, le Pérou et la Bolivie. Ces îles faites de roseaux flottants sont dans l'imaginaire collectif et symbolisent à elles seules le lac Titicaca. On en compte une quarantaine dont les plus grandes sont dotées d'une école ou d'une poste. Peuplée depuis le XIIIe siècle par les Huros qui s'étaient réfugiés dans cette région pour échapper aux Incas, cette ethnie disparut vers le milieu du XXe siècle. Ce sont les Quechua et les Aymaras qui vivent aujourd'hui sur ces îles, où tout est construit du sol au plafond à partir de roseaux tressés, tout comme leurs embarcations traditionnelles. Aux touristes qui viennent chaque jour un peu plus nombreux, on confie tous les grands et les petits secrets qu'il faut connaître pour que cette vie faite de pêche, de chasse et de cueillette puisse continuer d'exister de façon la plus traditionnelle possible. Évidemment, l'artisanat local fait d'objets ou de sujets en jonc tressé, sans oublier le tissage, le tricotage ou la broderie, sont désormais là pour mettre un peu de beurre dans les pommes de terre ou la quinoa. Pour leur conservation, les pommes de terre sont laissées au gel durant la nuit, puis pressées et séchées au soleil. C'est une forme de lyophilisation. Il était bien sûr impensable de quitter notre île sans emprunter le temps d'une mini-croisière, l'embarcation traditionnelle qui figure sur toutes les cartes postales qui traitent du lac Titicaca. Une trentaine de minutes de navigation va nous être utile pour rejoindre la seconde excursion de la journée, l'île de Taquilé. C'est l'île la plus grande du lac Titicaca avec une superficie de près de 6 km². Les 1500 habitants que compte l'île préservent farouchement leurs coutumes et leur mode de vie communautaire. À Taquilé, on est déconnecté du monde moderne. Pas d'électricité, pas de route ni de voiture, il n'y a même pas de police. Le seul lien avec l'extérieur est un port minuscule ne pouvant accueillir que 2 ou 3 bateaux, tout aussi minuscules. C'est une île abrupte et pour atteindre son sommet à plus de 4000 mètres, il nous faudra gravir un chemin pavé escarpé pendant plus d'une demi-heure. Et à cette altitude, c'est loin d'être une partie de plaisir.
Quand les hommes ne sont pas au champ, ils tricotent, pendant que les femmes, elles, filent la laine. Cet artisanat traditionnel est exposé et vendu d'une façon communautaire aux touristes dans la grande salle des fêtes. Sur les pentes abruptes de l'île, des terrasses où l'on cultive essentiellement de la pomme de terre. Un musée du costume nous renseigne sur les pratiques vestimentaires très codifiées de l'île. Un escalier très irrégulier, pas pratique du tout, nous conduira jusqu'au port où notre petite embarcation nous ramènera à notre village où nous attend une surprise. En effet, une montagne de vêtements très du pays nous attend et nous sommes gentiment priés de bien vouloir nous en revêtir pour immortaliser sur papier glacé, ce n'est plus d'actualité, avec des millions de pixels notre passage en territoire quechua au bord du lac Titicaca. Après nos 2 nuits passées chez nos amis quechua, nous repartons, non sans une certaine inquiétude, les choses entre le gouvernement péruvien et les contestataires s'étant semble-t-il aggravées. De nombreux barrages routiers, paraît-il, ont été mis en place. Nous repartons donc vers Cusco, ville mythique du peuple inca, puisque Cusco veut dire dans la langue inca « centre de l'univers ». En passant sous cet arc de triomphe tout exprès érigé en notre honneur, nous retrouvons la civilisation et ses routes goudronnées. Le retour à la civilisation a quelquefois aussi ses mauvais côtés. Juliaca passé, nous n'aurons plus rien à craindre des mouvements sociaux de la région. Dans 4 ou 5 heures, nous serons arrivés à destination, après avoir pu, une fois encore, admirer les paysages toujours aussi grandioses de l'Altiplano. On a pu ici admirer à coup sûr les toilettes les mieux décorées de toute la région. Pendant
pendant les 10 minutes de pause qui nous sont accordées, un sprint rapide, enfin pas trop, on est encore à plus de 3000, pour découvrir le centre de cette charmante petite bourgade. Sur cet altiplano, les kilomètres défilent sans jamais la moindre lassitude. Ici, l'arrêt n'est pas facultatif, mais obligatoire, du moins pour les touristes. Outre les cotonnades, les couvertures, les flûtes indiennes et les bracelets porte-bonheur, ici se déclinent toutes sortes de choses qui tiennent chaud l'hiver. L'alpaga y règne en maître. Au bord du fleuve, de petites entreprises artisanales tannent les peaux de lama ou d'alpaga. Tout au long du trajet, Walter, notre guide, nous prodigue toutes sortes de renseignements concernant la vie des paysans de la région. Au Pérou, l'école se termine à 13 h et la rue se remplit d'écoliers en uniforme qui vont très probablement se changer pour aller aider leurs parents qui travaillent au champ. À Andaiwai Villa, nous quittons la route nationale pour un petit détour par la place du village. Situé à une trentaine de kilomètres de Cusco, ce petit village est remarquable de par son architecture coloniale. Sa place, bordée par son musée et ses maisons anciennes, est plantée d'arbres plusieurs fois centenaires du plus bel effet. Mais c'est surtout pour son église, pourtant d'apparence modeste, que l'on y vient.
Surplombant un parvis fait de galets du torrent, d'une construction banale et classique comme presque toutes les églises de l'Amérique du Sud, l'église San Pedro attire pourtant chaque année une foultitude de touristes, car cette église a une renommée mondiale. On la surnomme la chapelle Sixtine de l'Amérique du Sud, car son intérieur est richement décoré dans un style baroque. Peintures murales, tableaux, autels et rétables de bois sculptés en font le monument le plus remarquable de la région. Nous voici arrivés dans les faubourgs de Cusco. Durant 3 jours, c'est la civilisation Inca que nous allons pouvoir approcher dans cette région pleine de vestiges et de reliques historiques.